Bienvenue à tous. Le Togo perd 26 places dans le classement 2022 de Reporters sans frontières. Le pays occupe la 100e place sur 180, une contre-performance révélée à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse observée le 3 mai de chaque année. Et c'est dans ce contexte que s'est ouverte la Semaine de la presse togolaise, une initiative du Conseil national des patrons de presse dont le président est notre invité sur ce plateau. Monsieur Arimignao Tchaniao, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan. Je voudrais profiter de ce beau plateau pour dire bonjour à tous et à toutes les téléspectateurs de New World TV qui sont branchés de par le monde entier. Merci d'avoir répondu à notre invitation alors. Alors, monsieur Arimignao Tchaniao, le Togo, 100e sur 180 dans le classement 2022 de Reporters sans frontières. Une contre-performance. Il y a un an, le Togo occupait la 74e place. Votre réaction? Non, ma réaction, c'est de dire d'abord que Reporters sans frontières est un partenaire privilégié du Conseil national des patrons de presse. Nous avons, lorsque nous sommes élus à la tête du Conseil national des patrons de presse depuis 2018, et jusqu'à ce jour, nous avons eu de bonnes relations de partenariat où Reporters sans frontières est venu à plusieurs reprises au Togo pour former les journalistes togolais. Les thématiques choisies à l'époque, c'était par exemple la cybercriminalité, le journalisme d'investigation et puis récemment la journaliste investigatrice, la GTI, et où nous sommes toujours en train de travailler avec. Et ceci étant, j'ai dit que nous connaissons un peu ou à peu près les paradigmes sur lesquels Reporters sans frontières se base pour classer les pays. Tous les Togolais sont conscients, ou du moins les journalistes togolais sont conscients des difficultés que certains de nôtres ont connues ces dernières années. Je veux parler de 2021. À ce jour, il y a eu beaucoup d'interpellations, il y a eu même l'arrestation et l'enfermement de certains confrères que nous tous nous connaissons. Et il y a eu quand même des sanctions, qu'elles soient disciplinaires, bien fondées ou non, au niveau de l'instance de régulation, la HAC. Mais au même moment, il y a eu beaucoup de travaux que les confrères ont raté aussi de faire et qui se justifient. Et tout cela fait que, au niveau de Reporters sans frontières, on voit un recul, on voit une restriction des libertés et c'est ce qui explique les 26 points que le Togo a perdus. Mais quand vous écoutez les autorités du pays, quand vous écoutez les responsables de la HAC, il semble qu'il y a eu plus de plaintes et ce qui est résolu comme difficulté en offre, c'est-à-dire des règlements à l'amiable, cela ne s'expose pas. C'est quand est-ce qu'il y a des sanctions qu'on le met à la connaissance du public. Et vous connaissez comment le monde avance. Quand vous faites quelque chose qui est bien, on ne le quantifie pas. C'est quand quelque chose se voit comme négatif, c'est en ce moment que tout le monde se met à crier. Je crois que sur la question des libertés, sur la question du travail de la presse, le Togo, pour moi, se porte très bien, malgré le recul que nous avons. Nous sommes libres de nos actions, nous sommes libres de nos écrits, nous sommes libres de nos propos, comme ce que je suis en train de faire ici. Je ne crois pas qu'il y ait la même chose qui se joue dans certains pays. On ne va pas tout le temps nous comparer à d'autres. Mais je crois que la presse togolaise, elle est d'ailleurs une presse professionnelle qui fait du travail qualitatif, qui est apprécié et qui est bien vu. C'est ce qui fait que, si vous observez le rapport que l'OTM a dressé hier, nous avons plus de 200 titres. Par exemple, prenant le cas de la presse écrite à laquelle j'appartiens, nous avons plus de 200 titres. Mais sur les 200, quand vous voyez les sanctions, les interpellations, vous allez voir que ce n'est pas, ça ne répond pas au nombre que nous sommes. Ce qui veut dire que, quelque part, il y a
du travail professionnel. Il y a du travail professionnel en tenant compte aussi des agissements de quelques brebis galeuses, comme on le dit. Vous avez lancé le 3 mai la semaine dite de la presse togolaise. Alors, Monsieur Tchaniao, comment vous expliquez la raison d'être de cet événement aux allures d'une tradition maintenant? Vous savez que quand nous sommes venus à la tête du CONAP, il y avait déjà quelque chose qui se faisait, que tout le monde connaît, qui s'appelait Journée Porte Ouverte. Il y a eu, à notre arrivée, déjà 4 éditions qui ont été célébrées à Lomé. Et nous avons dit, quand nous sommes arrivés, que Lomé n'est pas l'émanation de tout le Togo et qu'il faille qu'on délocalise ces journées portes ouvertes pour permettre aux populations des profondeurs du pays de vivre ce qui se faisait depuis 4 ans à la capitale. C'est comme ça que nous avons osé et nous sommes parvenus avec l'appui des uns et des autres, des membres du bureau, de tous les membres du CONAP et bref de toute la presse, à délocaliser les journées portes ouvertes dans la région centrale. Au moment où c'était encore plus difficile, en 2018, nous avons pu les réussir et le coup d'essai a été vraiment un succès, ce qui nous a donné le courage d'oser encore et de délocaliser ces journées portes ouvertes dans la région de l'Akara. Et Akara, où nous avons pris d'importantes décisions. Il y a par exemple un appel que nous avons lancé où nous avons tenté de formaliser une grille qui va à l'avantage de toute la presse togolaise. Et nous avons fait la 7e édition au niveau de la savane à Dapango. Et nous nous sommes dit qu'on ne va pas continuer par célébrer rien que des journées portes ouvertes et au Togo et faire 7e, 8e, 10e et continuer par dire journée porte ouverte. Nous avons compris, après analyse, que les Togolais ont suffisamment découvert ce que nous faisons de tout le temps. Et nous avons dit qu'il faut chercher un nouveau concept et nous avons initié et essayé l'année dernière la première édition de la Semaine de la Presse. Semaine de la Presse parce que tout le temps, c'est nous qui parlons des autres, c'est nous qui rapportons, c'est nous qui faisons la formation, la sensibilisation et l'éducation. En partie par rapport à notre rôle régalien, il faille que nous nous donnions une semaine pour soit nous former, ou soit faire une rétrospection sur ce que nous faisons en bon, ce que nous faisons en mal, et penser à nous, revoir des visions qui nous permettent de travailler avec beaucoup plus de décence. Et c'est ce qui se fait durant les semaines de la presse que nous avons initiées. Et alors, cette semaine dont on parle intervient dans un contexte où certains dénoncent ce qu'on peut appeler un rétrécissement du champ de liberté de la presse, et c'est peut-être contraire à ce que vous avez dit tout à l'heure sur ce plateau. Vous écrivez librement, vous vous exprimez librement. Est-ce que ça veut dire que vous ne partagez pas cette observation? Si j'avais un autre plateau, autre que celui-là, je dirais qu'au Togo, on ne restreint aucun champ de liberté à la presse. Si on le restreint, on ne sera pas ici en train de discuter. Vous ne m'avez pas dit en avance ce que je dois sortir ici comme propos. Suivez Radio Canal FM, regardez les télés, autres qu'ici, regardez toutes les radios d'ici à Djankassé, d'ici à Senkassé, d'ici à Mandouri. Les gens sont libres de leurs paroles. Chacun dit ce qu'il pense. Mais dans tout métier, il y a des lois. Il y a, par exemple, pour nous, journalistes, nous avons le code d'éthique et de la déontologie. Et que tout journaliste doit savoir que c'est sa Bible. C'est son document de travail. Nous n'allons pas dire que nous, journalistes, on est hors la loi, on est au-dessus des lois. Je crois que à un moment donné, il faut que nous ayons le courage de dire que oui, parfois, nous-mêmes, nous fautons. Mais quand on ne reconnaît pas qu'on faute, ce qu'on interpelle, il y a une raison fondamentale. Alors, le nouveau code de la presse et de la communication au Togo est présenté par les uns comme étant un tour de vis de l'État. Est-ce que il vous satisfait, vous? Non, je crois qu'il faut qu'on soit courageux et honnête de dire qu'il n'y a jamais une loi arrêtée. Les lois, on les parfait, on revoit, on fait de la performance. On voit la loi par rapport aux exigences du temps. Et aujourd'hui, nous avons un code qui n'est même pas encore entré en vigueur. Le code que nous avons aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes dans ce code que je ne peux pas pouvoir égrener ici, qui vont avant tout à l'avantage de nous, du métier. Par exemple, nous avons été associés
à l'élaboration, à l'adoption, à tout ce qui a concerné le processus pour arriver à ce code, l'État a encore vu ce qui est intéressant en disant « Ah, je donne un moratoire jusqu'à 3 ans à ces gens et en 2023, ce code va rentrer en vigueur. Ce code nous appelle à beaucoup de réformes. Ce code nous appelle à nous formaliser, à quitter l'informel pour devenir de véritables sociétés. Alors justement, est-ce que les organes de presse sont prêts à cette entrée en vigueur de ce nouveau code? Je crois qu'une loi, elle est faite pour s'appliquer dans un domaine, dans un temps précis. Nous devons nous y accommoder. Je crois que tout le monde, par rapport à tout ce que nous faisons aujourd'hui, ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, les uns les autres doivent commencer par s'organiser pour faire en sorte que en janvier 2023, chacun puisse répondre présent à l'appel. S'il y a quelqu'un après 3 ans qui à l'appel ne répond pas, ça veut dire qu'il y a une preuve de mauvaise foi à son niveau. Parce que nous avons connaissance de la loi. Nous savons où nous allons. On ne va pas rester dans nos chambres, valises en main, et dire qu'on va atteindre le bout. Le moment venu, tout le monde doit pouvoir s'y accommoder. Et moi, je crois qu'il y a des vertus camouflées dans ce code. Il faut aller les chercher et mettre à profit ce qui nous arrange. Ce code, par exemple, a institué un fonds d'aide à la presse. Et quand on parle d'un fonds d'aide à la presse, ça veut dire que nous avons quitté le côté de l'aide de l'État à la presse pour avoir un fonds. Et un fonds, il va avoir beaucoup plus d'argent, il va avoir beaucoup plus de visibilité, beaucoup de vision que l'État et la Commission. Tous doivent travailler pour faire en sorte que nous ayons les moyens. C'est la précarité qui tue la presse. Alors justement, en faisant une certaine autocritique, on reconnaît, et vous l'avez souligné sur ce plateau, qu'il y a quand même des dérives, alors des dérapages au niveau de la presse, mais derrière ces dérives et ces comportements attribués à ce qu'on peut appeler des brebis galeuses, comme il y en a dans toutes les corporations, on parle des mauvaises conditions de vie et de travail du journaliste, et il semble que vous, patron de presse, vous êtes mal à l'aise lorsqu'on parle de cela. Non, je ne dirais pas que quand on dit que le journaliste togolais ne vit pas encore de son métier, je me mettrais mal à l'aise. Moi-même, volontiers, je reconnais ici que je n'ai pas encore un salaire acceptable vis-à-vis de mes employés. Et je crois qu'il n'y a pas d'autres confrères qui viendront à ce plateau vous dire, oui, je mets à l'aise mes employés. La preuve, c'est que nous-mêmes, on est conscient qu'on vit, qu'on travaille dans l'informel. Nous ne sommes pas des sociétés. Ici, à New World, je crois que c'est une société. De l'extérieur, n'importe qui voit ce bâtiment, il vient à l'intérieur, il sait qu'il y a une direction, il y a un organigramme digne de nom d'une société. C'est ce à quoi on nous appelle. Et si nous le faisons, ça veut dire que nous avons réglé beaucoup de questions. Une société, ça a une direction, ça a un chef personnel, ça a une comptabilité, ça a un secrétariat, ça a des commerciaux, ça a des agents qui sont sur le terrain, ça a tout. Et une société, ça déclare ses employés, par exemple, à la caisse. Ça assure ses employés. Ça permet aux employés d'ouvrir des comptes en banque, de pouvoir contracter des prêts. Et c'est à ce prix que nous allons avoir cette fierté. Moi, je ne suis pas content aujourd'hui. Alors, pourquoi, est-ce que comprenez-vous pourquoi aujourd'hui certaines entreprises de presse ne le font pas? Je crois que la loi nous en oblige. C'est pour cela que j'ai dit que nous sommes dans un processus qui va démarrer en janvier 2023. Ceux qui ne le font pas, ils auront qu'à défendre leur vision quand le moment viendra. Moi, par exemple, je suis conscient, chaque jour que Dieu fait, j'échange avec d'autres patrons. Nous y réfléchissons, nous sommes en train d'être conscients, on se dit, en janvier 2023, il va se passer quelque chose. Alors, est-ce qu'il faut attendre aussi janvier 2023 pour l'effectivité d'une convention collective interprofessionnelle pour la presse? En janvier, nous sommes aujourd'hui dans un processus avec le ministère Pourquoi ça de la tarde? communication et des médias, où tout le temps, chaque semaine, il y a des rencontres qui se font, des études, des analyses qui se font. Aujourd'hui, la convention est prête. Nous sommes en train d'harmoniser, de finir quelques retouches, et vous verrez que tout le monde va signer la convention. On ne va pas attendre janvier pour le faire. Nous le ferons bien avant janvier, mais tout rentrera en ordre dans ce pays par rapport à la vie de la presse avec le nouveau code qui va rentrer en vigueur en 2023. J'en suis conscient, je sais que ça se passera comme ça, puisque personne
ne pourra se dérober ou se mettre en marge ou ramer contre la loi. Est-ce que vous, patron de presse, vous avez réellement la volonté ou vous attendez que l'État vous mène avec un bâton? Non, je ne crois pas que la bonne foi voudrait de nous de ne pas nous mettre au pas. Si tel est que nous sommes engagés, nous sommes journalistes, tel est que nous voulons vivre dans le domaine, tel que nous savons que c'est notre métier, on doit avec fierté commencer par penser et par nous organiser pour en arriver à ce point. Parce que je ne vais pas vouloir être un patron qui, de toute ma vie, va rester dans l'informel, qui ne va pas grandir. Je rêve de grandir également et je crois que le code, comme nous-mêmes, nous n'avions pas pris conscience à le faire, le code nous amène petit à petit à devenir grand. Et nous le ferons et nous allons le réussir. Et je le crois, c'est un pari que nous, qui sommes aujourd'hui là, nous devons faire pour gagner et permettre aux générations futures de dire « Ah, il fut un temps où voilà tel et tel nom qui avait ». Et aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux a ouvert une autre ère pour la presse, pas seulement au Togo, et dans un contexte de prolifération de ce qu'on appelle les fake news. Alors, que dites-vous à vos confrères dans ce contexte précis? Je crois que au niveau du Conseil national des patrons de presse, nous privilégions tout le temps la formation. Quand bien même nous avons cette fierté qu'aujourd'hui au Togo, sur l'effectif pléthorique d'ailleurs que nous avons de journalistes, il y en a qui sont très bien formés. Il y a aujourd'hui un peu partout des écoles d'où nos jeunes frères, nos jeunes sœurs sont sortis nantis de diplômes. Vous avez des jeunes enfants aujourd'hui qui vous disent « j'ai mon master en communication, j'ai mon master en tel domaine ». Ça veut dire que le niveau, il tient. Mais comment comprendre que quelqu'un qui est sorti d'une école de journalisme ne puisse pas mettre en application les b.a.-ba de ce qu'il a appris comme métier? Vous imaginez un médecin qui rame contre l'injection, qui ne sait pas comment placer un sérum? Ça veut dire que quelque part, on a choisi de ne pas être responsable. C'est pour ça que, à la célébration de cette deuxième édition de la semaine de la presse, nous tenons à la formation. Et aujourd'hui, depuis que nous avons lancé depuis le 23, jusqu'à ce jour, ce matin où je vous parle ici, nous sommes en pleine formation. C'est votre préoccupation, Monsieur Arimia Ochanyao. Vous êtes le président du Conseil national des patrons de presse. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.